Donc voilà. Oui, j'avais mis ça. Maintenant, c'était juste pour brosser un peu le cadre dans lequel on peut, à mon sens, créer de la fertilité. Comme on est au niveau des engrais verts, je ne reviendrai pas sur la destruction des engrais verts et tout ça que j'ai vu dans la présentation de la ferme. J'ai pensé que comme je le faisais dans la ferme, il n'y a pas besoin de perdre du temps à nouveau là-dessus. Et du coup, juste, je voulais mettre en avant la qualité des matières organiques que l'on va introduire dans le sol par l'engrais vert. Bon, c'est des schémas que j'ai tapés sur des bouquins parce que ça m'a semblé intéressant. Là, l'étude, en fait, c'est sur différents types d'engrais verts, différents types de mélanges. On voit sur ce schéma, on va voir la quantité d'azote libérée dans les résidus en fonction de l'âge de destruction et d'enfouissement de la plante. Donc là, vous avez ce qui converge à la fois l'âge de la plante et la qualité de la plante. Donc en fonction de l'âge où on détruit la plante, on aura plus ou moins d'azote libéré. Donc sur une plante jeune, rapidement, on a beaucoup d'azote libéré pour toutes les espèces. Mais par contre, pour le cas numéro 2, en fait, il va, a priori, libérer après enfouissement plus d'azote que pour le cas numéro 1. Et le cas numéro 3, en fait, c'est un mélange des deux qui permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Si j'ai mis ce schéma, c'est pour mettre l'accent qu'il y a engrais vert et engrais vert. Et qu'en fonction de là où on veut aller, on ne va pas utiliser le même engrais vert. Donc il faut bien être conscient de là où on veut aller, il faut bien être conscient de là où on part. Et un jardin, c'est un point A, le lieu à un instant T, comme quand on est venu chez Mathieu, il est dans cet état. Il faut que je sois capable de le diagnostiquer et je veux l'amener à un autre état, un état dans lequel il va produire des légumes. Si je ne suis pas capable de diagnostiquer dans l'état dans lequel il est, et si je ne suis pas capable de savoir ce que c'est un jardin idéal, ben, je ne pourrai pas savoir ce que je vais faire entre les deux. Et ensuite, pour faire entre les deux, quand je vais utiliser un engrais vert, il va falloir que je connaisse les qualités de mon engrais vert. Si je ne connais pas les qualités de mon engrais vert, en fait, eh bien, je vais semer des engrais verts au petit bonheur la chance et je vais balancer par exemple que de la... Qu'est-ce que tu avais dit? Beaucoup de graminées. Beaucoup de graminées sur un sol qui déjà patine au niveau de l'activité biologique et manque d'azote, que je vais détruire hyper adulte. Donc il va libérer dans très très longtemps son azote. Donc avec cet engrais vert, sur un sol qui est un peu essoufflé, en fait, eh bien, je ne vais pas avoir la fertilité pour accueillir des légumes parce qu'en fait, cet engrais vert va libérer les nutriments dans très longtemps. Et je vais avoir un retard de minéralisation qui va s'exprimer par une fin d'azote. Du coup, il aurait fallu que dans le cas de figure de Mathieu, par exemple, ce que je pense, c'est que déjà, il aurait fallu soigner en amont de remonter le taux d'humus autrement que par les engrais verts, et qu'ensuite, il aurait fallu certainement bombarder, en plus de la lignine, des protéines et des sucres pour apporter des matières nutritives pour digérer tout ça, et il n'aurait pas fallu faire un 100% graminé. Il aurait fallu à l'intérieur avoir un mélange de légumineuses et une grosse proportion de légumineuses pour pouvoir libérer rapidement les nutriments à l'intérieur du sol. J'ai fait la même connerie. Parce que pour moi, ce que je voulais, c'était faire de l'humus. Et donc, ce qui fait de l'humus, ce sont les graminées et pas forcément les légumineuses. Et donc, cette espèce de manque d'humus, comme les gens après la guerre qui avaient du manque à bouffer, les a fait à bouffer de la vache en batterie et compagnie, quoi. Ils ont perdu le sens du goût. Ils pensaient qu'à manger, ils étaient affamés. Et nous, un peu, on est des générations de paysans où ce qu'on veut, c'est de l'humus. On veut de l'humus, on veut de l'humus, on veut de l'humus, et on est prêt à tout sacrifier pour de l'humus, quoi. Mais des fois, on sacrifie la récolte, quoi. Mais je pense qu'on peut faire sans sacrifier la récolte. J'espère, du moins. Du coup, ça, c'était le premier schéma. Donc, vous voyez, en fonction de la teneur, en C sur N, en fait, plus il y a d'azote, forcément, plus on aura d'azote libéré à la fin, moins il y a d'azote et la durée dans le temps.
Donc ça, je pense que c'est la même chose, mais sur un tableau à plat. Là, ce que l'on voit, c'est pareil, c'est différents types d'engrais verts potentiels. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la proportion d'azote libérée est toujours supérieure sur un engrais vert jeune. Même s'il y en a plus après 90 jours, non, il y en a toujours plus, je me trompe de case. Si la proportion d'azote est inférieure à 1 tonne, on est à 2,5 alors qu'on n'est plus qu'à 1,2 de libéré à 3 tonnes. C'est beaucoup plus équilibré. Donc si je veux avoir une libération d'azote importante parce que mon sol patine et compagnie, j'aurais intérêt à détruire mes engrais verts jeunes. Mais je ne produirai pas d'humus. Par contre, si je veux produire de l'humus, j'ai tout intérêt à amener mes engrais verts au stade de floraison, comme j'expliquais. C'est pour ça qu'on les amène au stade de floraison. C'est une des raisons pour laquelle. Parce qu'on veut avoir quelque chose d'équilibré qui produit l'humus. Mais il peut y avoir des cas de figure où si par exemple je suis sur un sol qui est déjà trop riche en matière organique et qui n'arrive pas à évoluer, qui n'a pas assez de protéines, pas assez de sucre, eh bien, j'aurais intérêt à produire des engrais verts que je détruirai jeunes. Et ensuite, là, on est toujours sur des engrais verts conduits par enfouissement mécanique. Nous, quand on est en maraîchage sur sol vivant et qu'on fait comme Mathieu, en fait, vous avez vu, on n'enfouit plus les engrais verts. On les pose sur le sol. Et du coup, la vitesse de dégradation et la vitesse d'assimilation est encore d'autant plus ralentie. Vous ralentissez la libération des minéraux parce qu'on ne travaille pas le sol. En travaillant le sol et en le mélangeant, je broie mon engrais vert, je le mélange dans le sol, la vitesse de libération des nutriments sera plus rapide que le même engrais vert au même stade, je le roule sur le sol, je le tue avec une bâche. Donc sur des sols qui sont encore jeunes, qui n'ont pas encore de porosité suffisante pour développer une minéralisation secondaire des humus importante, peut-être qu'il sera nécessaire de continuer à faire un peu de travail du sol les premières années en surface pour permettre de libérer des nutriments. On ne basculera pas forcément sur tous les sols en non-travail du sol d'une manière immédiate. Donc c'est pas la transition pour passer du travail au non-travail du sol ou au travail biologique du sol nécessite quelques compréhensions de ça en fait. Que ça ne va pas être... tous les cas de figure ne vont pas être équivalents, quoi. Donc après, ce que l'on voit, c'est que des fois, on voit, par exemple, inférieur à 60 jours, donc à 2 mois, j'ai que 13 tonnes de matière sèche. Pour le premier, c'est quasiment équivalent pour tous. À 30 jours de différence, c'est-à-dire à peine un mois, j'ai gagné 8 tonnes de matière. C'est ça, ouais, 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc j'ai produit de l'humus, là. Encore plus, parce que c'est 7 tonnes, il me semble. Donc des fois, ça vaut le coup d'attendre un mois. Ce qui fait qu'il faut poser sur le papier avant, quand on fait un engrais vert, c'est faire un planning de rotation de sa ferme, connaître la plante qu'on va mettre, avoir bien défini ce qu'on attendait de la plante, produire de l'azote, produire de l'humus, ouvrir les sols, toutes les qualités des engrais verts. Et avec ça, calculer le temps de croissance, par exemple, de la nigère, sa date de semis, sa date de destruction, et je la cale pour qu'elle arrive au maximum aux 90 jours, quoi. Qu'elle arrive à ça. Parce que si je la pète à 60 jours, non seulement je vais avoir une décharge d'azote, que si j'en ai pas besoin, elle va consommer les humus que j'ai dans le sol, puisque je vais balancer de l'azote dans le sol. Et du coup, cet azote va avoir tendance à activer la minéralisation des humus, et je vais perdre de l'humus. Mais en plus, je vais perdre la matière sèche qui m'aurait servi de paillage, qui m'aurait servi de production d'humus. Et donc, être posé sur le papier un truc, son assolement, dire voilà, moi je fais les carottes à telle date, je sais par expérience qu'il faut que je les ai semées au plus tard le 15 juin par exemple. Mais par le retard de minéralisation, il faut que mon engrais vert soit détruit, admettons, un mois avant. Qu'est-ce que je peux mettre derrière, par exemple, je sais pas moi, derrière une courge qui va être finie en septembre? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme engrais vert qui optimisera la fonction de l'engrais vert que je veux faire?
donc détruit un mois avant la mise en place de la culture, pour avoir pas ce retard de minéralisation, pour que c'est commencé à s'amorcer, qu'il ait produit le maximum de biomasse et qui m'ait apporté la fraction azotée que j'avais besoin. Donc on ne balance pas des graines comme ça. L'engrais vert, c'est vraiment une culture autant réfléchie, si ce n'est plus que la culture principale. Parce que pour moi, comme elle maintient la fertilité, c'est la culture principale. La culture de couverture, c'est celle-là qui permet de gagner de l'argent. Parce que si elle est bien conduite, elle nous libère des intrants, elle supprime le travail du sol, elle gère les mauvaises herbes, elle accroît la capacité d'exploitation des sols, des racines, donc la rétention en eau potentielle, elle limite l'irrigation. Donc elle entretient le tissu mycorhizien, parce que pendant l'hiver, en fait, la plante décharge des sucres et elle continue à nourrir les mycorhizes et les bactéries. Et du coup, dès que je vais remettre ma plante, elle va se greffer sur l'appareil mycorhizien et rapidement, elle va avoir de l'autonomie. Donc, je ne sais pas si vous mesurez la rentabilité qu'on a derrière un engrais vert, en fait. C'est ça qui crée la rentabilité. Ce qui fait que mon appareil de production est rentable, c'est sa fertilité. Plus il est fertile, plus il va produire à moindre coût. Plus il va produire à moindre coût, plus je vais augmenter mes marges. Et plus je produis des aliments de qualité parce que j'ai actionné la rhizosphère au détriment de l'osmose, et plus j'aurai des produits que je valoriserai sur le marché comme étant des produits de qualité. Je pourrais parler d'une vraie qualité, en fait. J'ai un copain, il a un abac, comme ça, il est en bio, hein. Il a un abac, et il prend un réfractomètre. Un réfractomètre, c'est un appareil qui mesure immédiatement la teneur en sucre dans les plantes. Et du coup, en fait, pour mesurer la qualité de ces aliments, en fait, il prend du jus de ses légumes et il mesure la teneur en sucre. La teneur en sucre va témoigner de l'activité photosynthétique de la plante. Plus la plante a optimisé sa photosynthèse, plus elle va produire des sucres à l'intérieur de sa sève, de sa chair. Et du coup, ensuite, il a un abac qui a été calé par des Anglais qui disent, par exemple, l'ail, il est entre 12 et 25, admettons. 12, c'est vraiment pas bon, et 25, c'est plutôt bon. Et du coup, lui, s'il se cale sur 20 ou 22, il a une vraie qualité, quoi. Une qualité qu'on va retrouver au niveau du goût, qu'on va retrouver au niveau de la conservation, qu'on va retrouver au niveau de la résistance des maladies. Pour mesurer à quel point la qualité des sucres détermine la résistance d'une plante, il y a une expérience qui a été faite là. Enfin, c'est même pas une expérience, c'est un concours de circonstances qui avait été fait dans une étude faite en Australie, où ils utilisent un activateur de micro-organismes du sol qui est un complexe de plantes. Il y a de la luzerne à l'intérieur, donc c'est un complexe de plantes. Quand on le balance dans le sol, c'est l'équivalent des sucres que la plante produit pour nourrir sa rhizosphère, et ça active les bactéries. Du coup, la plante s'insère beaucoup mieux dans le sol rapidement, et ça agit sur la croissance et la résistance aux maladies de la plante. Et du coup, on voit une parcelle où d'un côté, il y a un colza, et de l'autre côté, il y a un colza. Et la limite, c'est une limite cadastrale. Et donc, c'est ces champs où les mecs, on ne sait pas comment ils savent que c'est la fin du labour, quoi. Eux, ils le savent très bien, puisqu'ils grattent toujours 2-3 sillons chez le voisin, qui recrase 2-3 sillons. Et donc, c'est coupé au couteau comme ça, là. Et c'est la même culture. Donc, deux propriétaires différents. Un propriétaire qui a mis ce produit qui favorise la photosynthèse parce que la flore est active, et l'autre moins. Une attaque de sauterelle. Le champ de colza à côté, il est dévasté. L'autre champ de colza, il ne l'est pas. Et ça, l'explication, c'est que la teneur en sucre est supérieure dans le colza et les molécules de sucre sont beaucoup plus complexes dans le colza traité que dans l'autre qui n'arrive pas à finir ces molécules parce qu'il manque de minéraux, en fait. Et du coup, la sauterelle vient bouffer ces sucres-là et elle démonte ça. Pareil, le même produit, on est dans un bas-fond, froid, humide, à gelée précoce. Il y a des champs comme ça qui sont délimités par des petites haies. Il y en a un qui est traité, des prairies, et les autres qui ne le sont pas. La photo, c'est qu'il y en a un, il y a une gelée blanche, la totalité du champ, et l'autre, il n'y a aucune gelée blanche. Et celui qui a été traité, il n'y a pas de gelée blanche, parce qu'en fait, la sève de la prairie, en fait, est plus riche en sucre, et du coup, l'eau gèle à zéro, c'est l'eau pure, en fait, qui gèle à zéro. Si elle contient des sels, c'est pour ça que l'eau de mer, elle ne gèle pas, parce qu'elle est salée. Elle ne gèle pas.
Et du coup, l'eau du cytoplasme d'une plante qui a une photosynthèse active produit beaucoup plus de sucre. Et du coup, elle ne gèle pas à zéro. Elle gèle peut-être à -1, -2, comme l'eau de mer. Et ce qui fait qu'en fait, si on a de la gelée blanche sur une plante, c'est parce que le cytoplasme de la plante a gelé. Et du coup, comme il a gelé, il fait geler l'eau de rosée qui vient se mettre dessus. Si l'eau du cytoplasme ne gèle pas, en fait, l'eau de rosée, elle va geler, mais elle ne gèlera pas à des petites températures négatives. Et donc là encore, on voit que l'activité du sol va déterminer la teneur en sucre et va avoir énormément de conséquences sur la résilience de nos légumes. Une fois, moi je me souviens, c'était pareil. Je du radis noir et je vois mes voisines, elles me disent « Oh putain », je leur dis « Putain, vous avez plus de radis noir et tout », c'est le poids de l'horloge, là, vous voyez, le radis qui résiste bien au gel, normalement, pas comme le radis long maraîcher, le radis rond. Et moi, pour moi, ça caille chez moi, je veux dire, plus que chez elles. Et là, en plus, ils étaient un endroit près de la forêt où ça gèle tout le temps. Et du coup, comment ils s'appellent, elle me dit « Ah ben non, on les a tous gelés ». Je dis « Ah bon, vous avez tous gelés ?»« Ah merde », je dis « Mais moi, je ne les ai pas gelés ». Puis moi, je n'avais pas capté, je dis « Ah putain, j'ai eu du cul, quoi ». J'ai du cul que les miens, ils ne gèlent pas, quoi. Surtout que souvent, quand on a, à l'époque du radis noir, on est content d'avoir les radis noirs, c'est la fin des haricots, quoi. Vers la fin de l'été, on déballe. Enfin, c'est un légume qui finit la saison, quoi. Généralement, le radis noir, on a tendance à en mettre dans les paniers, quoi. Et du coup, et je croise un autre pote qui était pareil dans un autre bassin, en bio comme ça, il me dit « Putain, on a gelé tous les radis noirs dans un autre bassin ». Et en fait, ce qui a dû se passer, c'est que ma plante, en fait, comme elle poussait dans un sol peut-être où elle s'est mieux développée et qu'elle était moins gavée d'engrais comme ça, peut-être même s'ils étaient un peu moins gros, en fait, elle était plus riche en sucre et plus riche en sel et elle n'a pas gelé, quoi. Elle aurait fini par geler à un moment donné, mais elle a moins gelé moins vite. Et donc ça, je l'avais capté. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est la salinité. Et après, ça a été confirmé par ce pédologue néo-zélandais qui nous expliquait que le sucre jouait, quoi. Donc après, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est une expérimentation que j'ai faite chez moi. C'était pour mettre en avant ce qu'il y a sur l'autre schéma. C'est l'impact de l'engrais vert et le stade de destruction. Donc j'ai fait des mesures, c'est super facile à faire ces mesures. Il y a un programme sur Internet qui s'appelle le programme Merci. C'est un programme qui a été développé par l'INRA de Charente dans les années 90, je crois, et qui en fait permet, avec une mesure simple, on va prendre une surface dans son engrais vert, on va peser donc en vert, pas en sec, on prend la plante verte, pas remplie de rosée, ni après une pluie comme aujourd'hui, que ça alourdit la plante, on pèse, on met la date de semis, la date de récolte, l'espèce, et immédiatement ça va nous sortir ça, la matière sèche à l'hectare, l'azote piégé, l'azote disponible, la potasse disponible, le phosphore disponible et la potasse disponible, et la matière verte que je n'ai pas mis dessus. Et du coup là, c'était le trèfle incarnat qu'on voit en photo, là. Et du coup, j'ai fait exprès de mesurer ça parce qu'en fait, je voulais voir, en attendant un mois, quel impact ça avait d'attendre un mois et de bien caler mon calendrier. Le trèfle incarnat, le 304, il n'a que 1,6 tonne de matière sèche. 70 d'azote piégé, 30 de disponible, 5 de phosphore et 65 de potasse. Quand vous voyez les adventices à côté, ils représentaient 2 tonnes 100, plus que le trèfle. Quand je me retrouve un mois après, en fait, j'ai 9 tonnes 7 de matière sèche pour 1 tonne 6, donc j'ai rajouté 8 tonnes 100 de matière sèche, ce qui est énorme. L'adventice est passé de 2 tonnes 100 à 0,4, ça veut dire que l'engrais vert a eu un effet désherbant, il a niqué certains adventices. Les adventices, c'était des adventices rasantes, type Véronique, des petites plantes comme ça qui poussent en hiver. Elles se sont fait démonter par l'engrais vert parce qu'il a occulté le sol. Et ensuite, quand on voit les quantités d'azote que l'on a, on a 115 unités d'azote disponibles, qui ne seront pas disponibles immédiatement comme on l'a vu, puisque comme ils sont pris dans la chair du trèfle incarnat, ils vont se libérer sur plusieurs années en fait. Peut-être sur 1 an ou 2 ans, le temps que ça se dégrade complètement, quoi. Mais néanmoins, cet azote, il va rentrer dans le système. Si le système a été pourvu régulièrement par des plantes qui se dégradent et des intrants qui se dégradent, en fait, il fera que s'additionner à ceux que j'ai déjà en stock. Et du coup, là, je travaille pour
Bon, un trèfle incarnat, sa libération va être en partie efficiente dans le courant de l'été. Ça serait la céréale Camille Mathieu. Elle sera peut-être disponible à la fin de l'été, voire l'été d'après, quoi. L'azote qui aurait été piégé. Et la potasse, c'est hallucinant. 405 unités, 405, je sais pas quoi, 405 kilos. Et du coup, là, derrière, j'ai fait une carotte. Derrière cet engrais vert. J'ai fait une carotte. J'ai fait des mesures de rendement de la carotte au maraîcher qui veut se faire plaisir. C'est-à-dire, j'ai pas mesuré la totalité de la planche, j'ai pris des tronçons d'1 mètre carré et j'ai mesuré le poids qu'il y avait. Et donc j'étais entre 60 et 80 tonnes équivalent carottes à l'hectare. Ce qui sont des bons rendements, même en chimie, quoi. Donc la bio, on est aux alentours de 50 tonnes hectare. Les mecs en chimie, c'est de la Colmar, et donc c'est des variétés à gros rendement. C'est pas de la Nantaise ou de la Touchon. Donc c'est déjà des variétés qui démontent. Parce qu'en fait, j'avais certainement des reliquats des cultures précédentes, mais en plus, le trèfle a quand même rebalancé à nouveau des nutriments dans le sol et j'ai pourvu ma plante en nutriments, quoi. Donc il y a moyen de développer de la fertilité avec les engrais verts. Du coup, le trèfle, il reste en place combien de temps? Alors le trèfle, il avait été semé en dérobé dans du poireau, qui lui était plus catastrophique. Il avait chopé le ver et tout le reste. C'est pour ça que le trèfle s'était bien développé, parce qu'il n'était pas devenu super beau et donc il n'avait pas été étouffé par le poireau. C'est un poireau que j'avais taillé au moins 2 fois à cause des... 2 ou 3 fois à cause des vers qui le démontaient. Il a été joli à la fin de l'hiver, donc le trèfle a pu s'installer. Et donc il avait été installé mi-septembre et détruit donc le 2 mai. Détruit le 2 mai. Et la carotte avait été mise en place donc la dernière quinzaine de juin. Donc il s'est passé détruit à la bâche d'ensilage. Elle n'avait pas été recouverte d'une paille. Elle a été détruite à la bâche d'ensilage. Donc du 2 mai au 15 juin, on a eu 1 mois et demi de mort, plus la bâche qui a dû réchauffer un peu le sol parce que je l'ai mise plusieurs fois pour essayer de faire des faux semis. Ça n'a pas marché. Je pensais à l'époque que c'était une des pistes que j'avais mis en place pour essayer de lutter contre l'herbe, contre les carottes. Mais en fait, le problème avec la bâche, quand on essaie de faire des faux semis, c'est que la saison avance et du coup, les conditions climatiques changent et on a toujours une nouvelle spontanée qui déboule. Au début, c'était la renouée et puis à la fin, c'était le pourpier, quoi. Donc j'ai tué la renouée avec la bâche, il n'y avait plus de graines. Mais quand j'ai sorti ma bâche, au bout de 2 fois, en fait, c'était l'époque du pourpier et c'était un été super chaud avec des canicules et donc le pourpier, il explose quand il fait très chaud, quoi. Et du coup, j'ai eu du pourpier à tour de bras, quoi. Mais ça n'empêche que ça a eu un effet, ça a dû avoir eu un effet sur la capacité à accélérer la minéralisation de tout ce que j'avais piégé dans le sol les années précédentes, quoi. Parce que le travail du sol, ce n'est pas une chose stupide. Le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle est érosive, cette manière de travailler. Mais quand on travaille le sol, on réchauffe le sol, et en plus, on insuffle de l'air à l'intérieur, et du coup, on favorise la minéralisation à fond, donc on libère des nutriments. Et en plus, comme on tue beaucoup d'organismes vivants, en fait, on fait beaucoup d'humides microbiennes. Il y a plein de cadavres d'animaux qui tout d'un coup se retrouvent disponibles. Plus le sol est fertile, et plus si on n'en a rien à foutre la nature et des générations futures, il faut travailler le sol. Parce que là, je décapitalise tout ce qui avait été accumulé dans le temps. Tout ce qui avait été stocké sous forme de vivant, toute cette énergie en fait qui est prise par ces putains d'êtres vivants, pour leur gueule, mais tout d'un coup on les tue, on résout le problème. Je veux dire, c'est comme quand il y a une grosse part de gâteau, quoi. Je pète la gueule à tous ceux qui sont autour, et puis j'ai le gâteau que pour moi. Mais là, c'est un peu la même histoire. En plus que là, je fais encore plus fort, c'est que je mange les gens qui voulaient manger le gâteau. C'est la totale. Donc là, je suis chrétien, donc je ne peux pas le faire. Mais si j'avais une autre culture, peut-être que je le ferais. Juste ce qu'une personne disait, quand ils ont commencé à mettre du phosphore et des superphosphates dans les sols, ils ont eu une augmentation de 20% des rendements. Ils se sont dit, c'est de la balle. Le phosphore, ça marche. Et en fait, maintenant, ce que l'on sait, pas tout le monde, pas les vendeurs de phosphore, mais d'autres gens qui réfléchissent un peu plus, c'est qu'en fait, les mycorhizes
consomment 20% des sucres, ce que j'expliquais. Et les superphosphates tuent les mycorhizes. Donc c'est trop de la balle. Je tue tous les mycorhizes du sol, j'ai des superphosphates qui passent par osmose, donc le mycorhize ne sert plus à rien, et les 20% que la plante donnait aux mycorhizes basculent dans le rendement. Et je me dis, c'est super, c'est les superphosphates qui ont augmenté. Oui, effectivement, ce sont les superphosphates, mais pas comme je le croyais, en partie. Ils les ont tués parce qu'ils ont tué des concurrents, quoi. Entre parenthèses, à la plante, qui n'en sont pas vraiment pour. Et donc ensuite, ah oui, il ne faut peut-être pas que je délire trop, parce que là, je sens que je suis parti à vous faire un truc un peu trop long, quoi. Et du coup, le deuxième pilier de la fertilité, pour moi, c'est ce que j'avais commencé à aborder ce matin, c'est l'animal. L'animal est incontournable, un incontournable de la fertilité des sols, et surtout des sols agricoles. Des sols en général, peut-être un peu moins marqués, mais si on veut augmenter vraiment d'une manière suffisante pour accueillir ces fameuses plantes domestiquées qui ont été capables de se déformer pour faire des aliments de très haute valeur nutritive pour nous permettre de nous développer, il faut les accueillir dans un sol et dans un milieu super fertile. C'est pas chez moi. Comment il s'appelle, l'autre copain qu'on a, en dehors de la plante, c'est l'animal. Donc ça va bien, là. Je suis plutôt en phase avec la nature. Je suis copain avec les animaux, avec les plantes. Il me reste plus grande personne à être copain. Je suis copain avec tout le monde. Et du coup, l'animal, si vous observez l'évolution de l'agriculture, il y a eu d'abord la domestication des animaux et ensuite la création de l'agriculture. Et pas l'agriculture et après les animaux. Donc on peut se dire, enfin, c'est ma vision à moi, on peut se dire, oui, bah, voilà, pourquoi on réfléchit à ça? Peut-être parce que tout simplement, si on n'avait pas eu d'animaux, on n'aurait pas pu créer l'agriculture. Si on n'avait pas domestiqué des animaux, on n'aurait pas pu ouvrir des clairières, bouger ce putain d'humus bloqué dans les forêts qui correspond uniquement à la production d'arbres et les amener à produire de la prairie et tout doucement produire des légumes, des céréales et tout le reste, et des fruits. C'est grâce à nos copains, les animaux, qu'on fait pâturer et qu'on défonce. Le cochon qui défonce, la vache qui pâture, la chèvre qui scrougnoute. Enfin, on en a un pour tout, quoi. Le poulet qui surcharge en azote, le dindon qui fait autre chose, le cochon d'Inde. Enfin, ils ont tous une fonction qu'on a su mettre en valeur. Et donc, la priorité de l'animal dans une ferme, ce n'est pas de le manger. La priorité dans une ferme, c'est qu'il soit là pour développer un milieu dans lequel je vais pouvoir produire du végétal. Et grâce à ça, je vais développer une ration alimentaire qui répondra à mes besoins d'humain de devenir un individu libre, pensant et aimant, quoi. Et pas... Enfin, c'est mon petit côté biodynamiste qui ressort. Et du coup, si je n'ai pas mes copains les animaux, je suis comme un con. Je suis dépendant du pétrole parce que j'ai les ronces qui n'arrêtent pas de venir. Et que les ronces, même si elles font le domino avec la forêt, à un moment donné, il faudrait qu'elles arrêtent de faire le domino parce qu'elles sont carrément au milieu des salades. Donc la mycorhize posée de la salade juste à côté du pied de salade, ça ne le fait pas, quoi. C'est quand elle est loin que ça marche. Et donc du coup, si j'y cale des cochons, des chèvres en bordure de la haie, ben là, la ronce se tient à carreau et j'allume pas le moteur de mon tracteur et du coup, je me libère la dépendance à l'industrie, au pétrole et à tous ces lobbying qui affectent Bruxelles. Autre intérêt de comment il s'appelle de l'animal, c'est que cet animal, il est capable de faire des excréments. Et ce qu'il y a de magique dans l'excrément des vaches, c'est qu'on n'appelle pas ça de la merde. On appelle ça de la bouse. C'est-à-dire que si je fous le pied dans une bouse, c'est juste de dire, oh putain, fais chier. Si je fous le pied dans une merde humaine, je fais putain. Alors je sais pas si c'est culturel peut-être, ou si c'est de la sensibilité. Moi je pense que c'est de la sensibilité, c'est-à-dire que quand je mets le pied dans une bouse, en fait je ne suis pas face à quelque chose de toxique. Je suis dans une bouse. Je me sens con parce que j'ai le pied dans une bouse, mais ceci dit, je ne vais pas me sentir vraiment emmerdé, quoi, comme il s'appelle. Et grosso modo, la plupart des effluents, à part le cochon qui commence à ressembler un peu de la merde humaine, mais la plupart des effluents d'animaux de ferme, s'ils sont sains, généralement, on n'a pas ce haut de cœur qu'on pourrait avoir avec de la merde de nos compatriotes, quoi, même la sienne. Et pourquoi ça? C'est parce que, en fait, ces animaux ont une qualité,
c'est qu'ils vont me permettre d'apporter ces fameux ferments. Donc là, si je mets du pain, ce n'est pas parce que je suis boulanger, c'était pour mettre en avant ce que je disais, c'est que le blé, si je le mange comme ça, en bouillie, ben je le rechie quasiment comme ça, en bouillie. Et donc, j'extrais très peu de nutriments à l'intérieur de lui. Pour réussir à le manger, il faut que je le transforme en pain. Et si je peux le transformer en pain, c'est que je le fais fermenter. Et si je le fais fermenter, c'est que j'introduis à un moment donné du levain à l'intérieur de mon pain. Je prends ma farine que je broie, je balance du levain à l'intérieur. La fermentation est orientée dans des conditions particulières. Il faut que les boulangers qui travaillent au levain disent c'est la merde, il fait trop chaud, ça fermente trop, il fait trop froid, ça fermente pas. Enfin, c'est un vrai bordel quoi, quand on fait du pain, qu'on est sujet. Donc nous, quand on fait du sol, c'est pareil. On est dans la même problématique que puissance 10 parce qu'en plus, c'est grand et puis il y a vachement plus d'animaux que dans le pain. Et ensuite, on voit que c'est relativement rapide. Et après, on le passe au feu. Et du coup, le feu, on transforme en fait le blé en fruit, quoi. On amène une maturation par le feu. Si on cuit, en fait, il y a une première transformation des sucres et des amidons qui se font par les amylases occasionnées par les champignons, les bactéries, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, il y a une maturation des sucres qui se fait par le passage au four. Et du coup, à la fin, je me retrouve avec un fruit hyper digeste. Du coup, moi, comment je peux faire en partant d'un sol béton comme ça, à l'amener à être un fruit qui va accueillir des plantes qui vont se transformer en aliments doux, agréables, goûteux et productifs, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette image. Et du coup, l'animal, il a cette qualité de fabriquer du levain. Il est où, mon copain? Non, c'est pas celui-là. C'est celle-là. Bon, il a pété les cornes. Là, vous voyez une chèvre au boulot. Et ça bosse, une chèvre. On le voit parce que quand elle rentre dans le jardin, en peu de temps, elle a vraiment bossé, quoi. Elle vous flingue une récolte en 2 coups les gros. Du coup, je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle mange. Elle est en train de manger de la prêle. Moi, si je vous sers de la prêle comme ça, je doute que vous fassiez du lait ou de la viande. Ça ne va pas marcher, même moi le premier, quoi. Et pourquoi la bête, elle est capable de faire ça? Ça serait pareil pour une vache qui mange de l'écorce. Les vaches en Inde, elles bouffent du carton, quoi. Et du coup, elles arrivent encore à survivre en bouffant du carton. C'est uniquement la cellulose. C'est parce qu'en fait, ce sont des polygastriques. Et ces putains de vaches, ou ces putains de polygastriques, la qualité qu'ils ont, c'est d'être polygastriques, je viens de le dire. Et donc, ils ont 4 estomacs. Donc, ils ont l'estomac qu'on appelle la panse, et donc là qu'ils ont dû appeler le bonnet, je suppose. Et du coup, cet estomac, c'est une espèce d'incubateur à bactéries qui va faire que, en fait, quand j'absorbe du carbone, de la cellulose, voire un peu de lignine, ou là, carrément, de la silice mélangée un peu de carbone, des trucs qui sont super durs, dans les conditions de fermentation que sont la vache, c'est-à-dire une température choisie, une humidité choisie, eh bien, la bête, elle va faire proliférer ces microbes, et elle va les transformer en protéines. Ces protéines vont basculer à l'intérieur du feuillet, continuer dans la caillette et arriver dans l'intestin. Et du coup, elle va transformer tout ça en chair, en lait et tout le reste. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un polygastrique. Elle a la capacité d'être un incubateur à bactéries qui vont favoriser. Mais qu'est-ce qui va se passer quand madame, elle va faire sa bouse qui tombe au sol? Elle va relarguer sur le sol un ensemble de ces bactéries qu'elle aura produites dans son bonnet, dans son intestin et je ne sais pas trop quoi. Du coup, ces bactéries, comme on le sait, les bactéries, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour avoir la gangrène. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de bactéries d'une bouse pour booster et transformer la matière organique qu'on a amenée avec les engrais verts ou avec les mulches. Résultat des courses, grâce à la bouse de madame, ou de monsieur, peu importe, comment il s'appelle, on va réussir à avoir une fermentation orientée dans le jardin, dans la mesure où on aura respecté des conditions de milieu favorables à cette fermentation. Si c'est saturé en eau, non. Si on n'a apporté que du tanin, non. Il va falloir qu'on travaille les matières. Ça va être le levain, ça, qui va arriver. Donc c'est ça la grande force cet animal. Et ensuite, il y a un autre animal, là-dessus, qui est venu se greffer. Et cet animal,
Mince, il est là. Il s'appelle Rudolf Steiner. Et du coup, lui, il a eu ce génie, entre autres, c'est de mettre au centre de l'activité agricole le compost. Quand vous parlez de la biodynamie, dans la biodynamie, le compost est majeur. Parce qu'en fait, le compost, c'est la fabrication d'un levain qui va bonifier la bouse de l'animal et qui va permettre de véhiculer dans l'ensemble de la ferme les ferments désirés pour amener le sol à être cet espace fermenté qui va accueillir des plantes domestiquées. Et du coup, ça on savait faire le compost, ça fait longtemps, il y a les composts des Templiers, déjà au Moyen-Âge, il y a toute une réflexion sur les composts, sur les ferments et tout ça, quoi. Et du coup, ce que Rudolf Steiner a amené, c'est les préparations biodynamiques. Donc il a fait double effet qui se coule. On a notre tas de compost dans lequel on a mis des effluents d'animaux de ferme, à l'intérieur duquel on a rajouté du minéral sous forme de poudre de basalte et du minéral sous forme de coquilles d'œufs ou de coquilles d'huîtres pour apporter une part calcique. Tout ça, on l'a mis en tas, à l'ombre, dans un endroit favorable aux fermentations, parce que ce n'est pas un endroit qui se dessèche, mais ce n'est pas un endroit qui s'inonde, et on a construit des tas d'une dimension pas très grande pour que la fermentation soit équivalente aux alentours de 40 degrés. Donc les composts de déchets verts qui montent à 80-90 degrés, ils n'ont qu'une seule vertu, c'est de brûler le carbone, le transformer en charbon. Or le charbon, c'est pire que des humines d'héritage. Le charbon, ça ne bouge pas, quoi. Le charbon, vous le balancez dans le sol et vous allez le retrouver 2000 ans, 3000 ans après, il ne bougera plus une fois qu'il est brûlé. Nos amis du néolithique, ils brûlaient les flèches pour les rendre dures et qu'elles ne pourrissent pas. Les mecs qui plantaient des piquets, ils brûlent les piquets, comme ça ne pourrit pas dans le sol, quoi. Et du coup, là, comme ça monte qu'à 40-50 degrés maximum sur une durée relativement longue, il se met en route un processus de fermentation choisi. Nos amis d'Asie, ils ont des préparations fermentées qui peuvent durer 1 an ou 2 ans, qui vont bonifier les aliments, quoi. Il y a tout un art de la fermentation des aliments pour les rendre plus digestes. Le compost, c'est du même ordre. Et on y rajoute à l'intérieur des préparations. Ces préparations sont à nouveau des préparations fermentées qui associent à la fois un organe d'animal et un organe de plante. Donc on a vessie de cerf, mésentère, intestin, crâne d'animal domestique, associés soit à du pissenlit pour l'un, à la camomille, de l'aquilée millefeuille, de l'écorce de chêne. Tout ça s'est mis en terre à l'équinoxe d'automne et sorti à l'équinoxe d'été et c'est redisposé à l'intérieur du tas, dans des trous, on fait un trou, on le met à l'intérieur et ça va changer la nature du compost. Petit exemple de parenthèse. Moi, j'ai toujours été sensible à ces trucs un peu magiques, sans forcément les connaître. Je me souviens la première fois où j'ai lu un truc de biodynamie, c'était un bouquin de Pfeiffer. Donc c'était au début où je découvrais l'agrobiologique. Donc j'étais admiratif de tous ces gens en fait, qui m'apportaient enfin quelque chose de structuré de société que je trouvais complètement déstructuré. Et enfin, j'avais des anticonformistes qui n'étaient pas destructeurs d'eux-mêmes, qui construisent une société. Et du coup, je tombe sur la biodynamie et je lis ça. Et quand j'ai lu les préparations, une vessie de cerf, un crâne de cerf, je me suis dit, putain, c'est trop génial. On est en plein Moyen-Âge, on est en pleine sorcellerie. Donc moi, ça m'a séduit de suite. Il y en a que ça effraie, mais moi, ça m'a séduit de suite. Je me suis dit, ça c'est de la balle, il faut que j'aille plus loin à l'intérieur. Maintenant, je comprends pourquoi, quoi. Ça correspond bien à mon tempérament. Mais après, donc j'avais, à une époque, j'étais dans une réflexion sur, ces composts de tourbe, c'est un peu chiant parce qu'on extrait de la tourbe, transporter, là. Je vais essayer de faire ça avec de la sciure. Donc j'avais commencé à récupérer des sacs de sciure et je voulais y rajouter un peu d'azote à l'intérieur pour les faire fermenter. J'ai jamais fait, mais j'avais quand même des sacs de sciure. J'avais acheté les préparations biodynamiques. Donc à l'époque, je n'étais pas dans un groupe, j'ai acheté au mouvement parce que j'avais récupéré du fumier et je voulais faire du compost biodynamique. J'avais acheté un complexe d'oligo-éléments pour aider à fermenter et j'avais acheté une préparation qui était porteuse d'oxygène et qui favorisait la fermentation. Donc 3, entre parenthèses, poudre de perlimpinpin qui séduisent tous les gogos comme moi. Donc, j'avais ces 3 produits. Mon produit de cœur, c'était forcément les préparations. Mais néanmoins, je me disais, s'il le faut, c'est juste un doux rêve dans lequel mais on a besoin de rêver pour pas être trop enseveli par la réalité, quoi. Et du coup, je mets mes 3 tas, je fais mon petit scientifique. Je mets un tas témoin,
un tas avec le porteur d'oxygène, un tas avec les oligo-éléments et un tas avec les préparations biodynamiques. Je mets mes produits et puis après je me barre. Ça c'était au début, je t'installais, débordé de travail, de l'herbe partout, je courais de tous les côtés pour essayer de produire, de survivre. Et j'avais complètement oublié ces tas, moi, à un moment donné. Donc ils étaient sous la panique, au bout de quelques années, dans l'herbe, pas de quelques années, de quelques mois, dans l'herbe et tout le reste. Et à un moment donné, je me dis, ah tiens, les tas, à quoi ils ressemblent? Et je suis allé voir les tas. Donc le tas témoin, il n'a pas bougé, il est resté sûr. Celui que j'aurais pensé avec mon petit côté matérialiste et qui allait marcher avec les oligo-éléments, parce que c'était palpable, je pensais qu'il allait marcher, il n'a pas bougé, il est resté comme le témoin. Celui avec le porteur d'oxygène, il a bougé un petit peu, il a noirci. Celui avec les préparations biodynamiques, il y a des insectes qui sont rentrés dedans, il a noirci. Bon, c'est un test, ça a de valeur que ce que je vous apporte. Moi, je me suis dit, le lot est tellement amoureux de Rudolf Steiner qu'il ferait n'importe quoi, tu verrais n'importe quoi que c'est vrai, quoi, tu vois. Donc, je vois un pote qui arrive, je vois ma mère qui arrive, je lui dis, d'après toi, c'est lequel le tas le mieux? Elle me dit, il n'y a pas de souci, c'est celui-là, il y a vraiment une grosse différence. Alors, ma mère, je lui dis que c'est des préparations biodynamiques. Ah, elle me dit, quand même, oui, parce que j'en avais parlé forcément, quoi. Et j'ai mon voisin paysan qui déboule, je lui dis, tiens, tu veux pas voir? Il me dit, c'est celui-là, je sais pas ce que tu as fait, mais celui-là, en tous les cas, il marche vachement bien. Et c'était le biodynamique. Le premier stage que j'ai fait, c'est dans une ferme biodynamie, et il y avait le mec, il était anthroposophe biodynamiste, et la nana, elle était ingénieure agronome, plutôt positiviste, on va dire, dans le courant très matérialiste. Donc ça faisait un couple qui, par moments, avait des confrontations dans la gestion du jardin, quoi. Elle était poids et mesure, et l'autre, il était barré, il était perché total, quoi. Et du coup, elle, à un moment donné, elle a dit, moi, je veux bien faire le compost en biodynamique, mais je veux faire des mesures. Donc, elle a mesuré le taux de... la montée en température, le machin, le bidule, elle a mesuré ça. Et en fait, elle a été obligée de se rendre compte qu'il y avait une différence entre le tas. Pas qu'il était mieux ou moins bien, il y avait une différence. La quantité de CO2, le machin, elle disait, moi-même, qui était dubitative, j'étais obligé d'admettre qu'il se passait quelque chose. Enfin, je ferme la parenthèse. Juste ce que je veux dire, quand je dis ça, c'est qu'en fait, pour produire du sol, on n'a pas forcément besoin de quantité énorme de matière, mais on a besoin de travailler sur les forces du vivant, et des fois, on a des éléments catalyseurs, qu'on appelle des ferments, des éléments homéopathiques ou